Vous m'entendez tous et toutes? Oui, c'est correct. Ben, on veut déjà vous remercier de nous rejoindre pour ce premier webinaire sur la science ouverte à la portée de tous. Et c'est un événement qui est organisé par la communauté de pratique Accès aux données. Oula, pardon, excusez-moi. Brièvement, la communauté pratique Accès aux données. Donc, on est plus de 300 membres à travers le Québec. On vous invite fortement à nous rejoindre. On va vous donner le lien Slack. On va vous procurer le lien Slack dans la boîte à chat. Et en fait, on voulait présenter, on discute dans cette communauté de plein d'aspects autour de l'accès aux données qui peut aller du cas de l'école éthique à des aspects plus techniques et aussi l'aspect science ouverte qui nous intéresse aujourd'hui. Et je pense que, en fait, vous avez une idée assez relativement précise de ce qu'est la science ouverte en théorie. Il y a des grands mots qui y sont associés comme l'accessibilité, la transparence, les sciences citoyennes, la reproductibilité ou le partage. Ça, c'est très intéressant tout ça. On sait les bénéfices que ça peut avoir sur notre activité de recherche et sur notre vie personnelle en tant que chercheur ou acteur de la recherche. Le problème, c'est quand on passe en pratique, et c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, on cherche des outils, on cherche des ressources, on en trouve énormément pour partager les données, pour aller chercher de l'information, pour déposer ces données, aller chercher des publications, et on finit par être comme un peu perdu dans une sorte de labyrinthe de ressources. Et ça peut être un frein assez puissant à l'adoption bien des principes de la science ouverte. Et aujourd'hui, on a deux guides qui vont nous permettre justement, dans ce parcours initiatique de science ouverte, de nous guider, faire nos premiers pas là-dedans. On a d'abord Geneviève Morin, qui est gestionnaire du programme Sciences ouvertes à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, et Patrick Bermudez, qui est responsable Training and Education à la plateforme canadienne de neurosciences ouvertes, qui vont nous guider dans les piliers que vous avez en haut à droite, cette espèce de différentes boîtes qui recouvrent à peu près l'ensemble de ce qui se passe dans les sciences ouvertes. Ils ont évidemment l'énorme avantage d'avoir travaillé là-dessus dans un cadre institutionnel. Donc, ils ont une grande expérience qu'ils vont pouvoir partager avec nous. Le séminaire d'aujourd'hui va se passer de la manière suivante. On va avoir 30 minutes de présentation, 30 minutes de questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le questions et réponses, la boîte dédiée sur Zoom. On se chargera avec Cécile de centraliser tout cela. Et on vous invite aussi, on va vous fournir le lien aussi à, comme je vous ai dit au début, c'est un premier séminaire. Ce qu'on voudrait, c'est essayer de faire des ateliers à partir de ce que vous allez, le retour qu'on va avoir de votre part aujourd'hui. Donc, on a créé hier un, un sondage qu'on vous invite à remplir. Merci beaucoup et je vais laisser la parole à Patrick et Geneviève. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Yves. Je vais partager mon écran. Vous voyez les diapos? OK, parfait. Eh bien, bonjour à tous. On est ravis et un peu étonnés et même légèrement intimidés de vous voir si nombreux aujourd'hui. Mais certes, ça fait plaisir parce que ça confirme qu'il y a un intérêt croissant au sujet de la science ouverte et qu'on n'est vraiment pas les seuls qui se posent des questions. Et c'est vraiment de cette perspective-là qu'on va aborder le thème aujourd'hui. D'abord, un petit plan de présentation. Donc, on va rentrer dans une perspective parmi plusieurs potentiels sur les sciences ouvertes. Ensuite, je vais vous donner un exemple concret et neurocentrique d'une implémentation de sciences ouvertes. Et ensuite, je passe le bâton à ma collègue Geneviève Morin pour nous décrire les principes de la science ouverte tels qu'implémentés au Centre de recherche Douglas et pour commencer aussi à concrétiser quelques points de départ. Par où commencer dans ce monde vaste? Et finalement, bien sûr, vos questions. Et donc, la science ouverte. Dans sa conception, surtout très ample, le sujet de la science ouverte est en fait vaste, ce qui ne devrait pas nous surprendre vu que cela est tout simplement une réflexion de la complexité de l'entreprise scientifique elle-même. Mais malgré le fait qu'il y a beaucoup de portes d'entrée possibles dans cette conversation, on doit en choisir une.
Donc, nous allons faire un survol rapide sur quelque peu de sujets populaires pour semer quelques idées, quelques concepts de base. Et avec ça, on espère lancer ce qui pourrait être le début d'une série de conversations lors desquelles on pourrait approfondir sur quelques questions qui seront assez certainement évoquées lors du webinaire aujourd'hui. D'abord, j'aimerais dire que moi, je ne suis pas expert en sciences ouvertes. Je suis tout simplement, comme la majorité d'entre vous, je crois, quelqu'un qui a été formé en recherche scientifique. Dans mon cas, c'est les neurosciences cognitives. Et comme tous, j'ai constaté certains défis, certains pièges typiques qui ont tendance à surgir en recherche scientifique, normalement par interaction entre des aspects de la psychologie humaine, y compris des biais cognitifs bien documentés, et des facteurs de stress communs de nos environnements. Au long d'un parcours typique en recherche, on commence peut-être avec une idée relativement simple de la recherche scientifique, en commençant par nos études et notre formation, en anticipant que on va à un moment donné se retrouver en milieu de laboratoire, travaillant en collaboration directe et indirecte avec nos pairs partout dans le monde. Et on espère modestement de contribuer à quelque chose de valeur aux connaissances partagées en passant, entre autres, par des publications. Et avec un peu de chance, ben, on vit quelque chose qui se ressemble à ça et qui est bien satisfaisant. Mais aussi, ce qu'on commence à réaliser, c'est que les choses sont plus compliquées, qu'on passe souvent un temps fou à sculpter nos recherches en fonction de ce qu'on pense pouvoir publier. On travaille souvent en très petite équipe sans partager nos codes, sans partager les données, avec très peu de feedback. Et on finit par publier un article qui est parfois l'équivalent d'un dépliant touristique sur notre recherche, avec peu d'informations qui permettraient à nos collègues de participer à la vérification, l'amélioration et l'extension de nos recherches. Et on connaît bien sûr bien d'autres défis associés avec des parcours typiques en recherche scientifique. Les sujets de recherche sont de plus en plus complexes. On a besoin de plus grands échantillons pour répondre aux problèmes de puissance statistique qu'on connaît depuis longtemps, les problèmes de reproductibilité. C'est bien confirmé à ce point-ci. On a un biais de publication monstre. Et sous les pressions de tous les jours et avec les habitudes qui ont souvent fait partie de notre formation, nos habitudes de travail, ça nous mène parfois vers ce qu'on appelle le p-hacking et le harking. Je crois que le p-hacking, la plupart des gens vont déjà connaître. Le harking, si vous avez moins entendu de ça, c'est le hark signifie Hypothesis After Results Known. C'est-à-dire, en gros, on prend des interprétations a priori et on les convertit en hypothèses a priori. C'est très, très courant. Surtout, encore une fois, sous le stress de la concurrence. On a plus d'étudiants à charge, on a de fortes exigences, de longues listes de publications à produire, plus de responsabilités administratives. Le processus d'évaluation par les pairs lui-même est très limité, on va développer ça un tout petit peu. Les modèles de promotion professionnelle sont mal adaptés assez souvent. Une carrière et la valeur de ses contributions à la communauté ne peut pas être résumée par une simple liste de publications et de facteurs d'impact de chacune. Et ça peut sembler une caricature, mais on n'est souvent pas à 1000 km de quelque chose comme ça dans l'évaluation de certains CV. Eh bien, en avançant sur ce chemin et avec les cassures de gueule occasionnelles et assez ordinaires qu'on peut avoir dans ce genre de parcours, j'ai tiré quelques leçons et j'ai réalisé qu'il y avait un mouvement très fragmenté, mais tout en ayant une certaine cohérence de principe qui était bien intéressante, qui commençait à émerger de la communauté. Et ce mouvement
qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant celui de la science ouverte était justement orienté vers la facilitation d'une certaine hygiène de recherche, je voudrais dire. Un ensemble d'outils, de stratégies, de politiques pour soutenir les principes non controversés auxquels nous sommes normalement souscrits en tant que scientifiques. Pour illustrer, excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée. Et nous voilà, OK. Donc, pour illustrer quelques-unes de ces idées, choisissons deux piliers conventionnels de la science. L'évaluation par les pairs, c'est-à-dire l'examen collectif des résultats et le développement d'un consensus. La transparence, cette transparence dans ce processus qu'on pourrait avoir est une valeur scientifique fondamentale. Et l'accumulation de ces connaissances scientifiques dépend sur une communication ouverte avec la communauté. Ça, ce n'est pas une invention de la science ouverte. On communique crédibilité et la confiance dans ces données avec cette transparence et elle rend possible beaucoup plus de rigueur. Il n'y a rien de nouveau là, dans l'idée. Mais les normes actuelles n'incitent pas fortement les chercheurs individuels à partager des données du matériel ou leur processus de recherche. Donc, voilà un exemple, un élément parfaitement conventionnel. On est souscrit à l'idée de base, mais on ne réussit pas très, très bien parfois. La reproductibilité et réplicabilité. On est bien d'accord que nos confrères scientifiques devraient pouvoir répliquer nos expériences. Je suis certain, par contre, qu'une majorité d'entre vous ont l'habitude de lire des articles qui ne donnent pas suffisamment d'informations pour répliquer une expérience et encore moins les moyens pour reproduire les résultats. C'est-à-dire les scripts d'analyse, les données sur lesquelles ces scripts opèrent, etc., etc. Donc, encore une fois, malgré le fait que ces concepts sont fondamentaux et bien acceptés en sciences tout court, on pourrait faire bien mieux. On comprend depuis des décennies, en fait, qu'on a des problèmes assez sérieux avec la puissance statistique dans nos analyses. Il y a eu beaucoup plus de discussions de ça depuis 10-15 ans, mettons, mais on le sait depuis des décennies. Mais aujourd'hui, grâce à des progrès technologiques et méthodologiques, on peut aborder ces difficultés de façon beaucoup plus efficace. Maintenant, je vais avancer un tout petit pas vers le monde des sciences ouvertes, avec un concept qui est souvent cité, celui des principes FAIR, qui nous dit que nos produits de recherche devraient être découvrables, accessibles, interopérables et réutilisables. Vous avez sûrement rencontré ça déjà. Sinon, vous allez voir très rapidement, la logique est très évidente. Et si on ignore pour le moment les façons dont on pourrait implémenter ces principes, on regarde les principes eux-mêmes, on reconnaît à la fois des idées fondamentales de la science qui sont couramment acceptées et on reconnaît aussi le fait que beaucoup d'entre nous ne pourraient pas toujours assurer ces conditions, même dans nos propres labos. Et puis, bien avant l'idée de partager ou de faire quoi que ce soit, on peine souvent à assurer ces conditions-là dans nos propres labos. Cela ne fait pas de nous de mauvais scientifiques. Dans la grande majorité des cas, c'est tout simplement la conséquence du fait qu'on essaie de faire un boulot complexe sous des conditions très exigeantes et avec un manque perpétuel de temps et de ressources. Et dans ce cas-là, une fois qu'on reconnaît le fait qu'on est souscrit aux idées de base et à 95% ce qu'on voit énoncé comme idéaux dans le mouvement de la science ouverte, j'ai envie de poser la question, pourquoi est-ce qu'on se refuserait de l'aide? Et voici une conception de la science ouverte. Collectivement,
les outils et les pratiques de la science ouverte essayent de maximiser la puissance et l'efficacité de la recherche scientifique. Dit autrement, nous sommes souscrits aux idéaux conventionnels de la science, mais parfois, pour des raisons parfaitement compréhensibles, on peine à réaliser cette hygiène de recherche qu'on voudrait suivre. La science ouverte nous offre des outils intéressants pour faciliter ce désir de conduire un programme de recherche de façon plus profitable, autant pour nous en tant que chercheurs individuels que pour la communauté scientifique en général et pour toute partie intéressée du grand public même. Il n'y a pas de définition unique et fixe qui englobe tout le mouvement de la science ouverte, surtout dans son sens large. Mais parmi les éléments communs, on y trouve des efforts pour maximiser le libre accès aux publications, aux critiques de nos pairs, aux méthodologies, aux codes d'analyse, aux données et aux ressources éducationnelles. Ce ne sont pas des obligations, mais des objectifs désirables, disons, pour beaucoup de raisons. Mais la conception que je tiens à vous communiquer aujourd'hui, c'est celle à laquelle je viens de faire allusion. La science ouverte, c'est principalement de la science tout court, avec l'ajout d'outils, de politiques, d'infrastructures, de stratégies pour aider à corriger les déviations ordinaires qui ont tendance à surgir, surtout sous conditions de stress. Les principes scientifiques restent les mêmes. Ce qu'on cherche à modifier sont les pratiques de tous les jours pour atteindre un meilleur alignement entre ces principes et les milieux professionnels qui les encadrent. Donc, allons-y avec quelques idées à retenir. Se souscrire aux pratiques de la science ouverte peut se faire, et moi je dirais même doit se faire progressivement. Commencer sous de bonnes conditions, avec le temps pour y réfléchir et bien implémenter les choses au lieu de la panique dernière seconde qui va s'installer une fois qu'une agence de financement, par exemple, imposera cette exigence. Certaines exigences, et on va donner quelques exemples de ça bientôt. Oui, il y a des périodes d'investissement de temps, mais avec beaucoup de stratégies, on peut en fait tirer profit assez rapidement. N'ayez pas peur. C'est en effet un monde qui peut sembler intimidant au début, mais on peut embarquer sur le chemin en s'exposant à très peu de risques ou de douleurs et avancer progressivement en tirant profit à presque toute étape. Et encore une fois, ça c'est facilité par la réalisation que ce n'est pas une révolution en ce qui concerne la science comme telle, mais plutôt un ensemble de réformes progressives qui permettent de mieux conduire nos entreprises scientifiques. En ce qui concerne ces objectifs, ces principes et ces idéaux, la science ouverte, c'est de la science tout court. Allez-y un petit pas à la fois. Faites un plan, par exemple, de gestion. Voici un très bon exemple, ma collègue Geneviève va développer ça un peu plus plus tard, mais voici un bon exemple de ce qu'on est censé faire dans tous les cas lors d'une planification d'expérience. Ça fait partie d'une pratique scientifique tout à fait conventionnelle. C'est très avantageux pour notre labo, ça nous laisse bien placés pour collaborer et partager si on veut le faire plus tard, et ça devient une exigence de nos agences de financement dans tous les cas. Presque tout le monde a vécu cette folie, le temps fou qu'on peut couler dans l'archéologie sur nos propres données. Essayer de récupérer le dernier pas qu'on a fait dans une analyse après quelques mois, d'essayer de retrouver nos fichiers parmi des conventions de nomenclature non existantes ou un peu débiles. C'est non seulement un gaspillage monstre de temps, mais ça nous rend susceptibles à toutes sortes d'erreurs aussi. Un plan de gestion de données est parmi plusieurs outils qui peuvent nous aider avec ça. Publier en libre accès, et même partager vos anciennes publications. Quelques-unes où vous avez déjà, sans controverse, le droit de les partager.
Partagez votre protocole ou votre code ou une partie de votre méthodologie. Documentez votre code d'analyse et vos métadonnées pour faciliter d'abord votre travail et ensuite, si vous voulez, le partage avec vos collègues et avec la communauté. Partagez vos connaissances et vos expériences. Ça peut être sous forme de blog, un cahier de labo ouvert, etc. Je vous encourage sérieusement de considérer je vous encourage de considérer l'adoption de certaines pratiques ouvertes. Le bénéfice, pour plusieurs raisons. Le bénéfice que votre labo, vos collaborateurs et vous-même pourrez en tirer, les bénéfices à la communauté. Vous savez très bien, on est tous en train de constamment piquer des trucs que d'autres personnes ont partagés à notre profit. On peut faire partie de ce système-là aussi. Et si jamais vous avez bien fait le tour de la question et vous trouvez que ça n'a toujours pas tout à fait aguichant, ben faites-le pour suffire les obligations qui s'installent déjà avec nos agences de financement. Il y a beaucoup de ressources. On va essayer de vous donner quelques guides, non seulement aujourd'hui, mais en fait, moi personnellement, certainement, je m'engage pour lancer un courrier de suivi où on va vous donner quelques liens intéressants à investiguer. Mais je vous assure, si vous regardez ce diagramme, par exemple, et vous voyez que toute étape de recherche, en fait, a des outils disponibles, des outils ouverts, documentés, qui nous aident à passer par ce processus-là. On n'est pas seul. Il y a des agences partout dans le monde qui ont fait des collections de cours et de ressources très complètes. On peut aller chercher, on peut commencer toujours avec le domaine particulier de la science ouverte qui nous intéresse et commencer à creuser de façon très organisée. On va vous passer quelques liens, comme on dit, pour commencer cette recherche et vous allez voir. Et prenez en compte, toujours, on essaie de commencer avec la motivation personnelle, collective de la science, de la communauté scientifique et le public au large, mais aussi, il ne faut pas oublier que beaucoup de pratiques assez courantes de la science ouverte deviennent rapidement des obligations et de plus en plus imposées par nos agences de financement. Les IRC, le CRSMG, ils ont tous commencé, par exemple, pour certains de leurs programmes, à demander des plans de gestion de données. Le gouvernement fédéral a publié son intention de passer à des pratiques de plus en plus conventionnelles en dedans du monde de la science ouverte pour tout travail financé par son gouvernement. Toutes ces choses s'approchent et puis l'idée, c'est qu'avec le temps, progressivement, on va changer la norme, on va tasser la norme et vers ce que vous voyez là, vers une pratique où par défaut, les données sont ouvertes, aussi ouvertes que possible, aussi protégées qu'il soit nécessaire, c'est ce qu'on dit souvent. Maintenant, je veux passer très rapidement, je pense que je passe un peu mon temps, je vais essayer de faire ça rapidement. Yves, ça va, le temps? OK. Je vais essayer de vous donner maintenant, un peu plus tard, ma collègue Geneviève, comme je vous ai dit, va concrétiser quelques recommandations et des portes d'entrée et des points de départ pour commencer à doucement se mouiller les petits doigts du pied dans le monde des sciences ouvertes. Et vous allez voir, c'est abordable. Et maintenant, je vais vous donner un exemple neurocentrique d'un projet canadien, pan-canadien, qui essaie d'implémenter quelques-unes de ces valeurs. Oh, je me vais dans le mauvais sens. OK. Donc, en 2017, la plateforme canadienne des neurosciences ouvertes a été fondée et c'est un partenariat, une alliance d'instituts de recherche partout au Canada qui se regroupent pour faire la promotion de la science ouverte et aussi pour développer les moyens
les politiques de gouvernance, l'infrastructure de partage, etc. Il y a beaucoup de composantes. On va commencer avec ce qu'on appelle le portail de données. Et l'idée, c'était de créer une plateforme pour l'échange de jeux de données et d'outils, et tout en se servant de technologies standards et une normalisation de métadonnées qui nous permet de faire des recherches sur des mots-clés. Bon, je continue à aller dans le mauvais sens. Des recherches de mots-clés n'importe où les données sont localisées. Donc, ça peut être sur un serveur local à la PCNO comme tel, ça peut être des données stockées sur un dépôt de données connu comme la Open Science Foundation ou Zenodo, etc. Mais vu qu'on a implémenté une normalisation de métadonnées, on peut faire une recherche par mots-clés qui va toucher à tous ces jeux de données, n'importe où ils sont localisés. Et après ça, pour les jeux de données, on a multiples niveaux d'accès potentiels. Donc, des jeux de données complètement ouverts, mais si on a besoin d'un minimum de contrôle d'accès, on peut l'implémenter aussi. Pour les jeux de données qui sont complètement ouverts, on peut les accéder avec le clic d'un seul bouton et les télécharger directement à partir d'un navigateur. Mais aussi pour les jeux de données ouverts et contrôlés, on peut les accéder avec un outil qui s'appelle DataLab, qui nous permet aussi d'inclure tous ces processus-là de façon scriptée, en dedans d'un pipeline d'analyse, par exemple. Ça nous offre beaucoup de flexibilité. Aussi, on a un chemin pour accéder des calculs de haute performance en passant par un outil qui s'appelle CBrain, qui nous donne aussi une interface de navigateur pour accéder des outils qui sont ensuite déployés sur un réseau de calcul de haute performance. Et on a la distribution des outils même. Donc, c'est non seulement des jeux de données, mais beaucoup d'outils qui sont dans ce qu'on appelle un container, et donc on peut les exécuter sur toutes sortes de plateformes à partir d'un portable personnel jusqu'à un réseau de calcul de haute performance, et tout en téléchargeant le même outil, le même container. Et il y a aussi beaucoup d'avantages ici pour le côté sciences reproductibles, etc. Je ne rentre pas dans le détail maintenant, peut-être on va aborder ça durant la discussion. Et puis, on peut lancer aussi les outils directement en passant par CBrain pour les exécuter directement sur le réseau de calcul Canada, qui est maintenant l'Alliance de recherche numérique du Canada. Et voilà, vous pouvez faire le tour du site portal.sonp.ca. Vous allez trouver un tutoriel pour vous montrer comment télécharger les données, des instructions pour vous-même fournir un jeu de données à la plateforme si ça vous intéresse. Et puis, bien sûr, un foire aux questions tout à fait ordinaire. Une autre composante de ce qu'on essaie de faire, c'est un nouveau modèle de publication. On a discuté plutôt du fait que nos publications offrent très peu d'informations à la communauté. Et ici, ce qu'on fait avec un projet qui s'appelle NeuroLibre, c'est de créer une publication qui contient tout à la fois le texte principal de la publication, mais aussi les codes d'analyse, les codes qui génèrent les figures et les données sur lesquelles tous ces codes-là opèrent. Donc, vous avez tout à la même place et n'importe qui peut rentrer, vérifier le fonctionnement, exécuter le code, vérifier si on a les mêmes résultats, si le fonctionnement profond du projet scientifique et des analyses. Et puis, on peut même se faire une copie perso, modifier des paramètres et commencer à explorer les données de façon beaucoup plus profonde. Donc, je vous laisse à vous l'exercice de comparer ce potentiel-là à la lecture d'un PDF d'un article conventionnel. C'est vraiment un potentiel énorme. Et tout ce truc et toutes les fonctions de base et comment soumettre et préparer quelque chose pour NeuroLibre, c'est bien documenté sur leur page principale.
Et finalement, ou presque finalement, tout ça, il faut que ça se fasse dans un cadre d'éthique et de gouvernance de données bien élaboré. Et nous avons des experts qui se penchent précisément sur ça pour créer des guides à la rédaction de langage de consentement à la participation pour nos demandes d'approbation d'éthique, par exemple, pour maximiser l'échange de données, mais avec toute conscience de la protection du participant. Et puis, bien sûr, pour développer aussi toutes sortes de stratégies de gouvernance, de publication et même de commercialisation en dedans d'un contexte largement ouvert. C'est possible de le faire. Il y a des experts partout au monde qui se sont penchés sur la question et on en a des très grandes pointures sur ce plan-là comme les autres ici au Québec et au Canada. Et donc, je vous invite à explorer ça aussi. Et finalement, on a aussi un programme de bourse pour encourager des projets qui vont contribuer des outils, des données directement à la communauté de sciences ouvertes. Jusqu'à présent, on a eu 63 étudiants et postdoctorants. Ça s'est très bien passé et on espère relancer une version de ce programme-là lors de notre prochain mandat l'année prochaine. Et voilà, j'ai passé rapidement sur tout ça. Je vous invite à faire le tour du site web principal de conp.ca où vous allez voir aussi les noms et les bios et des trucs comme ça de tout le beau monde impliqué dans ce truc-là. Et puis, pour le moment, je passe le bâton à ma collègue Geneviève Morin qui va commencer à vous décrire ce qui se passe au Centre de recherche Douglas et suivi de recommandations un peu plus concrètes pour faire le suivi des concepts qu'on vient d'introduire. J'arrête de partager mon écran et c'est à toi, Geneviève. Ce sera pas long. OK, je suis là. Est-ce que vous voyez ma diapo? Parfait. Et merci beaucoup, Patrick, pour cette introduction. Je m'appelle Geneviève Morin, je travaille au Centre de recherche Douglas. Donc, comme Patrick l'a mentionné précédemment, lui nous a présenté essentiellement là, les grands concepts de la science ouverte, qu'est-ce que c'est, pourquoi on le fait. Moi, ma partie, ça va être davantage opérationnel. Donc, je vais essayer d'être le plus pragmatique possible pour vous aider quand vous allez retourner à votre bureau cet après-midi ou demain. Comment vous faites pour débuter l'open science? Excusez, je dis toujours en anglais. Comment vous faites pour débuter la science ouverte? Et je vais essayer de vous outiller au maximum là-dessus aujourd'hui, d'abord en décrivant qu'est-ce que nous, on a fait au Douglas et ensuite des trucs généraux pour débutants, mais aussi pour intermédiaires. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Centre de recherche Douglas, c'est un centre de recherche dédié à la santé mentale. On est affilié à McGill et au CIUS de l'ouest de l'île de Montréal. Et on a environ 69 chercheurs, différentes plateformes qui sont la plupart ouvertes. Et c'est ça, environ en 2019, là, les dirigeants de notre centre de recherche se sont intéressés à l'open science et ont décidé de l'implanter. Et là, la réflexion a été, bon, comment faire? Et on avait le Neuro, qui était déjà 5 ans en avant de nous, qui avait une belle expérience, qui avait déjà publié un papier qui expliquait sa démarche. On est allé cogner à leur porte et ils nous ont aidés. Ils nous ont aussi aidés financièrement via le TOSI, ça s'appelle Tannenbaum Open Science Institute, pour un projet de buy-in d'1 an. Et donc, nous, notre aventure a débuté à ce moment-là. Pendant 1 an, on est allé consulter toutes les parties prenantes qu'on a au centre de recherche, à savoir, c'est quoi pour eux la science ouverte? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est quoi les défis auxquels ils font face? Quelles solutions on pourrait leur offrir à court et moyen terme? Donc, on a consulté les chercheurs, bien sûr, mais aussi les étudiants, les employés, les patients et les représentants de nos plateformes. Donc, les plateformes numériques, les plateformes de partage de tissus, par exemple, tout le monde.
Et donc, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est que pour nous, notre définition qu'on choisit pour l'Open Science, c'est transparence et collaboration. Donc, on a choisi la définition la plus large possible pour inclure toute forme d'activité qui contribue à l'avancement de la science ouverte. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que ce n'était pas possible d'avoir un service unique qui répondrait aux besoins de tout le monde. Donc, on a des besoins et des préoccupations très variés selon le type de données que les gens vont générer ou de research output plutôt, et aussi selon le volume qu'ils vont créer. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nous, dans le fond, ce qu'on a développé, c'est une série de 5 principes de sciences ouvertes déclinés chacune en meilleures pratiques ou pratiques recommandées pour se diriger vers l'objectif ultime qui sera la science ouverte. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos principes. Donc, le principe numéro 1, diffuser publiquement les résultats de recherche selon les principes FAIR. Donc, Patrick a présenté tout à l'heure les principes FAIR. On essaie de s'aligner le plus que possible vers le respect de ces principes-là. Et ce que j'appelle, dans le fond, les résultats de recherche, c'est une traduction approximative de research output. Alors, ça inclut toutes sortes de choses comme les données, les articles scientifiques, le code, les méthodes, toutes sortes d'outils, de matériaux, échantillons biologiques, etc. Donc, notre objectif, c'est de diffuser ça d'une façon à ce que ça puisse être findable, accessible, interoperable and reusable. Et là, dans le fond, souvent, quand on va faire appel au principe FAIR, on va parler que nos données sont machine readable, donc sont trouvables et utilisables par les systèmes informatiques. Pour soutenir l'avancement de ce premier principe-là, on s'est doté d'une équipe de sciences ouvertes, donc on est 2 personnels hautement qualifiés qui travaillent à la promotion de la science ouverte, mais aussi à soutenir les activités. Et on a orienté l'ensemble de nos plateformes pour inclure une composante de sciences ouvertes ou du moins une compatibilité avec la science ouverte. Principe numéro 2, faciliter l'utilisation des résultats de recherche partagés pour un impact sur l'éducation, la santé et la société. Parce que c'est bien de partager nos données, de les mettre sur un dépôt institutionnel ou peu importe où on le met, mais si personne n'utilise jamais, on n'est pas plus avancé. Alors, il y a plusieurs activités chez nous qui impliquent les utilisateurs de connaissances et le transfert de connaissances. Donc, on cible n'importe qui pourrait avoir besoin de nos données et on va leur faire une promotion de ce qu'on partage. Par exemple, les cliniciens, enseignants, les participants de recherche, les usagers de services, n'importe quel décideur qui travaille de près ou de loin avec la recherche et les données, et évidemment, le grand public. Donc, nous, c'est cette orientation-là qu'on a choisie pour implanter de façon organisationnelle le principe numéro 2. Ensuite, le numéro 3, prioriser le bien-être et la vie privée des participants de recherche et des utilisateurs de services. Comme je vous l'ai dit précédemment, le Centre de recherche Douglas, c'est un hôpital de santé mentale et parfois, on dessert une population qui a des vulnérabilités spécifiques, par exemple, des limitations cognitives. Et donc, nous, on a un souci très grand de protéger les données personnelles des gens. Donc, on adhère définitivement à l'expression aussi ouvert que possible, aussi protégé que nécessaire. On a un bon soutien de nos patients. Là. Il y a une bonne adhésion aux pratiques de sciences ouvertes. Quand on leur explique comment on va protéger leurs données, ils sont généralement très ouverts à contribuer à l'avancement de la science de cette façon-là. Et pour être de façon opérationnelle, là, comment nous, on s'est organisé pour implanter le principe numéro 3, c'est qu'on a révisé nos processus éthiques et on a modifié nos formulaires de consentement de manière à respecter ça et s'assurer aussi que ce n'est pas parce qu'un patient refuse de participer à la science ouverte qu'il va avoir un impact négatif sur la qualité des soins qu'il va recevoir. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment une grande préoccupation. Numéro 4, respecter l'autonomie des chercheurs tout en reconnaissant les activités de sciences ouvertes. Là, ici, il y a 2 éléments super importants. L'autonomie des chercheurs, nous, notre programme de sciences ouvertes, c'est un programme de type opt-in, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Les gens qui ne veulent pas le faire ou qui ne peuvent pas le faire, par exemple, parce qu'ils ont une taille très restreinte d'échantillons, ces gens-là ne sont pas obligés de le faire, mais quand ils décident de se lancer, nous, on va les encourager, on va les soutenir.
Donc, on va reconnaître les activités de sciences ouvertes autant que possible. On a créé des prix d'excellence pour la science ouverte pour les étudiants gradués qui veulent se lancer là-dedans. Et on les accompagne, bien sûr, avec des services de soutien en plus. Et une autre chose qu'on fait, comme je l'ai mentionné précédemment, on est affilié à McGill. Et donc, on travaille à réviser la façon dont les chercheurs sont évalués au bout de l'année pour on appelle ça le tenure and promotion, mais les critères d'évaluation des chercheurs pour évaluer leur rendement sont en train d'être révisés pour inclure les productions de sciences ouvertes. Donc ça, on pense que ça va servir de carotte là, pour motiver les gens. Et le dernier de nos principes qu'on s'est donné, minimiser l'utilisation restrictive de la protection de la propriété intellectuelle sur les résultats de la recherche. Ça, ce que ça veut dire, c'est un concept très, très populaire quand on pense, par exemple, aux brevets. Donc, on va dire généralement, arrêtez d'utiliser des brevets pour limiter l'utilisation de vos résultats de recherche. Nous, ça ne nous concerne pas tant les brevets au Centre de recherche Douglas parce qu'on n'en a pas tant que ça. Mais par contre, il faut informer les gens que, par définition, quand on partage quelque chose, une création d'une figure ou quoi que ce soit, c'est protégé par le copyright. Et donc, si on ne fait pas un effort exprès d'ajouter une licence ouverte, par défaut, les choses sont protégées. Donc, ça, c'était une espèce de low-hanging fruit qu'on a identifié, de rappeler aux gens d'utiliser des licences ouvertes. Je vais en parler un petit peu plus en détail dans une prochaine diapo. Finalement, par rapport à la protection de la propriété intellectuelle, un défi qu'on a chez nous, c'était le cas des collaborations avec des partenaires privés. En général, quand un partenaire privé investit de l'argent pour générer des résultats de recherche, il va s'attendre à avoir un usage exclusif des données qui sont générées. Et donc, il y a dans nos contrats, depuis qu'on a adopté la science ouverte, des considérations sur des périodes d'embargo, de protection de l'accès aux données par les partenaires privés qui sont temporaires. Et donc, après ça, on peut rendre nos données ouvertes dans l'esprit de la science ouverte, un coup que la compagnie a fini de les valoriser essentiellement. Si vous voulez plus de détails par rapport à nos principes, comment on les a choisis et peut-être même éventuellement faire le même exercice chez vous, je vous invite à surveiller la publication d'un article, dans le fond, prochainement, qui va décrire tous nos travaux et de façon beaucoup plus détaillée que je viens de le faire maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte quand on a établi ces principes-là? On s'est dit, OK, les principes, ça reste un peu théorique. Comment on va faire et qu'est-ce qu'on a besoin comme condition préalable pour l'implantation de ces principes-là? Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça ne demande pas moins qu'un changement de culture. On va découper tout ce qu'on a besoin de faire en petites bouchées pour y arriver une étape à la fois. Alors, pour avoir l'implantation de la science ouverte, on a besoin évidemment de données en format numérique. Donc, des données numériques, nous, je l'ai mentionné précédemment, on est associé avec un CIUS, donc c'est un établissement de santé. Souvent, il y a des cliniciens qui ont encore des documents qui sont sur format papier et des fois, on retrouve dans les dossiers des patients des scans de ces papiers-là, par exemple. Donc, c'est un format numérisé, mais ce n'est pas un format qui est détecté, lisible par un ordinateur. Il ne peut pas aller identifier les variables, par exemple. Donc, essentiel pour l'adoption de la science ouverte, un premier petit pas, numériser les données. Et les données doivent être aussi de qualité, c'est-à-dire elles doivent être documentées avec des métadonnées qui expliquent comment on est allé les chercher, qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans ce jeu de données-là et comment les utiliser. Donc, souvent, on va penser à des formats standardisés pour nos données, des choses comme ça qui vont nous aider à avoir des données de meilleure qualité. On doit aussi avoir une infrastructure qui est adaptée pour les activités de sciences ouvertes. Évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est sûr, on a besoin de formulaires de consentement qui sont adaptés au partage. On ne peut pas dire retourner en arrière, reconsentir nos patients quand dans 5 ans, on va vouloir rendre les choses ouvertes. Il faut s'adapter dès maintenant nos formulaires de consentement, les processus éthiques, les plateformes et la cybersécurité de ces plateformes-là doivent être assurées. Tout ça, c'est préalable au partage de données. On doit avoir du personnel attitré
qui travaillent à la science ouverte. Des fois, le personnel qui travaille sur le partage de données ou des activités de sciences ouvertes, c'est un pauvre petit stagiaire ou un pauvre petit étudiant qui ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. Nous, on croit sincèrement à avoir du personnel hautement qualifié qui est en charge de promouvoir la science ouverte auprès des instances décisionnelles, ainsi que de soutenir les chercheurs dans les aspects techniques. Et finalement, le dernier de mes conditions requises pour l'implantation, les incitatifs. Il y en a de type carotte, il y en a de type bâton. Nous, on croit plus aux carottes. Donc, c'est sûr qu'il faut la reconnaissance des travaux de sciences ouvertes dans l'évaluation de rendement des chercheurs. Ça prend bien sûr du financement, comme par exemple pour payer des frais de publication ou d'autres choses comme ça, mais aussi une libération de temps, parce que souvent, les chercheurs ainsi que leur staff, toutes leurs équipes, dans le fond, souvent, on leur en demande beaucoup. Hein? On demande aux chercheurs d'être bons dans leur domaine, d'être bons en rédaction de demandes de subventions, rédaction d'articles. Ils font de la gestion de ressources humaines. Ils font des considérations éthiques, équité, diversité, inclusion. On leur demande d'être bons en enseignement, en transfert de connaissances. Et là, de leur point de vue, c'est comme si l'open science s'ajoute à cette liste-là. Et des fois, c'est perçu comme pas la meilleure façon de construire sa carrière. C'est peut-être pas perçu comme la meilleure utilisation de leur temps. Et donc, moi, mon opinion, c'est qu'on devrait mieux soutenir nos chercheurs dans toutes les pratiques reliées à la science ouverte. Alors, j'en ai marqué 4 ici, il y en a certainement plus, des discussions, des thèmes de discussion qu'on devrait avoir, pas seulement les chercheurs entre nous ou avec les gens de la science ouverte, on devrait impliquer les organismes subventionnaires comme le FRQS qui est présent ici aujourd'hui, les centres de recherche, les universités, les CIS et CIUS, les directions de la recherche, mais les directions cliniques aussi devraient être impliquées, les éditeurs, et aussi les gouvernements. C'est sûr que j'en oublie, là, le M3S devrait être impliqué là-dedans, le nouveau ministère de la cybersécurité et du numérique aussi. Il faut repenser de façon systémique les programmes de financement, le système de publication libre accès, la gestion et le partage des données et la reconnaissance des activités de sciences ouvertes. Voici ma recommandation pour les gens qui ont le pouvoir de mettre ça en place aujourd'hui. C'est une réflexion à laquelle on aimerait participer et qui est, selon moi, nécessaire pour l'atteinte des objectifs de la science ouverte. Alors, il y a aussi un deuxième point que j'ai mis dans mes recommandations, tenir une réflexion à haut niveau sur les formats de données et l'interopérabilité des systèmes. Je l'ai mis à part, bien qu'elle aurait pu être une des bullets, une des puces dans le paragraphe précédent, parce que je crois qu'actuellement, c'est la recommandation la plus accessible à cause qu'il y a un momentum avec le nouveau PCCTI, là, le programme de consolidation des centres de traitement informatique. Donc, actuellement, on est en train de revoir comment nos données sont hébergées, stockées et sécurisées. Et je crois que c'est une très belle opportunité qu'on a actuellement de revoir ces considérations-là dans un but d'être le plus ouvert possible. Alors, pour les gens qui sont présents ici et qui s'autoproclament débutants, cette slide est pour vous. Sortez votre papier, votre crayon, c'est le temps de prendre des notes. Par où commencer? Si mon équipe n'a pas adhéré à des principes de sciences ouvertes, je n'ai pas de soutien financier, on n'a pas de staff, qu'est-ce que je peux faire quand même? Alors, vous savez, la science ouverte, ce n'est pas noir ou blanc. Hein? On n'est pas soit complètement fermé, soit complètement ouvert. On est dans une zone de gris toujours et on essaie de migrer vers l'ouverture. Donc, première solution potentielle, les licences ouvertes. On en a parlé quelques fois dans cette présentation déjà. L'idée ici de la licence ouverte, là, les plus connues, c'est Creative Commons, MIT. L'idée ici, c'est de se dégager du copyright qui est automatiquement attribué et d'inscrire aussi des conditions de réutilisation pour les choses qu'on partage. Par exemple, on peut demander via une licence ouverte pour exiger, dans le fond, d'être cité comme l'auteur du produit. On peut aussi demander la non-commercialisation des produits, des choses comme ça. On peut donner des conditions d'utilisation, si vous voulez, pour les résultats de recherche qu'on va partager. Une autre chose, les articles en libre accès par la voie verte. Alors, généralement, quand on pense libre accès, on pense payer un montant d'argent pour rendre notre article ouvert. Ça, c'est la voie Gold qu'on appelle.
mais il existe aussi la voie Green, que ce n'est pas tout le monde qui connaît et qui est gratuite. Donc ici, si on fait appel à un dépôt institutionnel, comme par exemple, nous à McGill, ça s'appelle e-scholarship, on peut déposer une version numérique de notre article et après une période d'embargo généralement de 12 mois, l'éditeur nous autorise à diffuser de façon numérique, dans le fond, les articles scientifiques qui ont été publiés chez eux. Donc ça, chez nous au Douglas, c'est notre low-hanging fruit. On demande à tout le monde les publications passées jusqu'à celles qui ont été publiées, dans le fond, jusqu'au 14 juin 2021. On peut presque toutes les mettre gratuitement sur un dépôt institutionnel et ça fait augmenter significativement le pourcentage de publications ouvertes de notre centre de recherche. Une autre chose, plan de gestion des données pour chaque projet. Je pense que Patrick a vraiment bien illustré l'importance des plans de gestion de données, là, même pour notre usage interne dans notre équipe, s'entendre sur une façon de nommer nos fichiers pour que tout le monde ait à peu près la même structure, qu'on soit capable de trouver. Même dans nos propres dossiers, souvent, on perd nos fichiers, on passe du temps à retrouver nos versions, quelle qui était la finale, etc. Donc, la bonne hygiène de recherche vous encourage à faire une bonne gestion des données pour trouver et comprendre vos propres notes à l'interne. Et ça, c'est requis pour, dans le futur, partager des données. Le profil ORCID. ORCID, c'est un acronyme qui dit Open Researcher and Contributor ID. Ça, c'est un chiffre, un indicateur numérique qui vous donne une identité permanente en tant que chercheur ou contributeur à la recherche. Et essentiellement, c'est une espèce de... Comment je pourrais dire? Si vous allez sur votre profil ORCID, vous allez avoir une page qui ressemble beaucoup à la section CV de LinkedIn. Et donc, vous pouvez ajouter à peu près toutes les formations que vous voulez, les expériences de travail, vos titres, etc., toutes les bourses que vous avez, mais vous pouvez ajouter n'importe quelle contribution ouverte aussi. Et vous pouvez l'identifier avec un DOI. Le DOI, c'est Digital Object Identifier. Le DOI est attribué automatiquement aux articles par l'éditeur. Donc, vous avez sûrement déjà vu, ça commence par DOI, puis après ça, il y a comme une longue série, ça s'appelle alphanumérique, donc c'est composé de lettres et de chiffres, qui n'est pas très parlant, mais c'est un identifiant unique et permanent pour n'importe quel produit de la recherche. Et donc, d'ajouter des DOI ici, ça permet une association pour reconnaître que vous êtes bel et bien l'auteur. Parce que, par exemple, chez nous, on a un chercheur qui s'appelle Martin Lepage, et quand on va chercher un article M Lepage, il y en a beaucoup. Et donc, c'est un peu difficile pour s'assurer que c'est bel et bien lui. On peut mettre une identité numérique et des DOI pour identifier ses productions. OK, je regarde le temps file. Traduction et résumé, je vais accélérer. Là, je suis vraiment désolée, je vais aller à l'essentiel. Traduction et résumé dans l'optique de collaboration qui nous intéresse au Douglas. On encourage les gens à traduire parce que des fois, il y a des gens qui parlent que français ou que anglais et donc la circulation de l'information est super importante. Les résumés aussi, ça fait partie aussi de la bonne hygiène de recherche ou de travail en général. Si vous allez voir une conférence, une formation, partagez un résumé à votre équipe, à des gens aussi qui sont peut-être dans d'autres silos. Ça contribue à faire briser les silos dont on parle souvent. Formation à l'équité, diversité, inclusion, la science ouverte, les réalités autochtones, par exemple, ça a été très populaire récemment. Il y a eu toutes sortes de formations qui sont ouvertes généralement par la bibliothèque. J'ai oublié de le dire, mais ici, là, votre meilleur ami là, pour l'ensemble de toutes ces activités-là, c'est les gens de la bibliothèque. Eux, ils sont super compétents et ils attendent votre appel. Alors, n'hésitez pas à les contacter. L'idée ici, c'est que quand vous êtes sensibilisé à ces réalités-là, vous allez être plus apte à reconnaître et à saisir les opportunités, dans le fond, que vous aurez de faire un peu plus de sciences ouvertes. Pour mon avant-dernière diapo, je vois le temps, je suis vraiment désolée. Alors, pour les gens qui sont un peu plus intermédiaires, donc, préparez vos formats, vos données en format compatible avec le partage. Donc, dès la cueillette des données, mettez-les tout de suite en format FAIR. Vous allez être content dans le futur si jamais vous devenez open.
Le code ouvert sur GitHub, bon, GitHub, c'est assez connu, là, c'est des logiciels ouverts et qui font, GitHub assure un contrôle des versions pour tout conserver. Les activités de transfert de connaissances, ça va essentiellement dans le même sens que précédemment, les traductions et les résumés. On pourrait ajouter l'éducation grand public et vulgarisation. Implication plus grande des parties prenantes de la recherche. Souvent, les patients sont impliqués de façon cosmétique un petit peu. À la fin, c'est ma critique personnelle. Je les impliquerais davantage dans le design des expériences, donc Open by Design. Les gens, en général, ont bénéficié d'une grande acceptabilité sociale auprès des patients. Et finalement, sensibiliser les comités d'évaluation. Donc, les gens qui se chargent de l'attribution des subventions à différents projets de recherche, les gens qui sont en charge de l'embauche de nouveaux personnels et de promotion, s'il vous plaît, considérez des gens qui sont actifs en sciences ouvertes ou du moins qui ont un intérêt et de manière à valoriser ces gens-là, mais aussi à ne pas avoir besoin de les convaincre d'adopter la science ouverte, de tout de suite être bâti avec une équipe qui est compatible et qui est enthousiaste avec la science ouverte. Et la dernière diapo, alors, nos coordonnées, Patrick et moi, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez lancer des réflexions systémiques sur les sujets qu'on a discutés. On voudrait aussi remercier nos établissements d'attache ainsi que nos organismes subventionnaires. Dans mon cas, c'est le TOSI et la Fondation Douglas. Et j'aimerais aussi remercier tous les collègues qui sont présents ici aujourd'hui ou pas, qui font avancer de plus ou moins loin la science ouverte. Merci, j'ai complété. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, Patrick et Yves. Franchement, c'était d'une grande richesse et je me joins au remerciement du clavardage pour souligner que c'est vraiment été très clair, précis, avec des outils opérationnalisables à court terme pour servir la science ouverte. Donc, comme on l'a vu, c'est très riche. Ça recoupe à la fois la construction de la science, les méthodes, l'engagement citoyen. Et donc, nous, quand on a discuté de ce webinaire avec nos experts, on a vu que c'était un mind map en fait, de concepts. C'est une constellation, la science ouverte. Ce qui nous a amené à nous dire on va y aller avec une introduction, une mise en bouche aujourd'hui. Mais avec ce sondage auquel 35 personnes ont répondu, merci beaucoup, on a déjà des indications des priorités, des intérêts qui sont les vôtres, des besoins que vous avez identifiés. On va s'engager à faire de la suite sur ça, à organiser des webinaires pour pouvoir soulever des questions plus précises sur chaque thème, apporter des outils et mobiliser la communauté autour des ressources qui existent, car c'est une constellation et il y a aussi beaucoup d'outils, comme le disait Patrick et Geneviève. Ça fait longtemps qu'on parle de sciences ouvertes, mais aujourd'hui, on voudrait vous aider dans la mise en pratique. Merci beaucoup à Yves du Consortium Santé Numérique de l'Université de Montréal qui a animé aussi et qui a introduit nos panélistes. Et puis, je vous lancerai une invitation pour nous rejoindre dans la communauté Accès aux données et poursuivre la discussion. Parce que, comme vous le voyez, on construit pas à pas, mais dans cette communauté, on a plusieurs canaux, pas seulement la science ouverte, mais aussi l'acceptabilité sociale, l'interopérabilité. Ça peut aussi vous intéresser. Donc, on va partager le lien d'invitation. On l'avait déjà mis dans le clavardage. C'est ouvert à toutes et à tous et on est ravis et même reconnaissants de l'organisation et de l'animation par beaucoup de membres qui sont ici aujourd'hui. Donc, je clorai ce webinaire en vous remerciant toutes et tous et vous souhaitant une bonne journée. La semaine prochaine, ou je crois que c'est le 22, il y a un webinaire sur le libre accès, la nouvelle politique de libre accès des fonds de recherche du Québec et je vous invite aussi à vous y inscrire pour poursuivre cette discussion et avancer tous ensemble. Merci à tous pour vos commentaires. C'est toujours très encourageant de voir qu'on fait tous ensemble des choses utiles. Et puis, à la prochaine.